après tu vas donner les cadeaux. Chers amis, chers membres, est-ce que vous m'entendez? La qualité est bonne? Bon, merci. Alors, chers amis, chers membres, quel plaisir de vous revoir finalement, après ce long Covid, sur cette magnifique terrasse de l'hôtel Guarda-Golf. Je crois vraiment sincèrement que nous avons pris toutes les mesures sur le plan sanitaire. En réalité, j'ai même l'impression, mais le docteur Corr nous le dira, bien plus que ce qui est exigé sur le plan réglementaire, pour que nous nous sentions à l'aise ici. Cela a fait l'objet, je peux vous dire, d'intenses discussions au sein du comité de l'Apache, dont certains avaient privilégié la salle municipale de l'Orangerie pour le nombre de places disponibles en cas de mauvais temps. Alors, nous sommes vraiment ici dans une conjoncture favorable, puisque cette conférence se tient dans un hôtel qui a été nommé premier ou deuxième, M. Schenk, meilleur hôtel boutique. Médaille d'or ou médaille d'argent? Meilleur hôtel de Suisse, médaille d'or. Nous avons donc la médaille d'or, nous avons notre presque ancien conseiller fédéral, le 8e conseiller fédéral, le docteur Daniel Corr. C'est, comme vous le savez, je le présenterai après. Enfin, il a été assez important pendant toute l'année 2020, pendant l'année 2021 aussi, mais de façon plus discrète. Je vous en dirai plus un peu plus tard. Et puis nous avons Christian Constantin qui n'a apparemment pas eu d'accident de voiture, mais qui a un tout petit peu de retard, qui va arriver dans une petite dizaine de minutes. Et enfin, nous avons l'un des guérisseurs les plus connus, les plus influents de Suisse romande, M. Denis Vipré. Donc il fait beau, les étoiles sont bien alignées. Donc si nous avons finalement changé de lieu, et nous vous prions vraiment le comité de nous excuser de ce changement, c'est parce que lorsqu'on a compris que la météo serait bonne, on s'est dit que ce serait dommage de ne pas profiter de cette terrasse. Sur le plan sanitaire, c'est plus agréable, et en plus, l'organisation à l'Orangerie était particulièrement complexe. Le docteur Daniel Corr est une vieille connaissance, si j'ose dire, de l'Apache, puisqu'il a déjà partagé avec nous ses connaissances et son expérience de la crise Covid l'année passée. Il a donc, vous le savez, été désigné homme de l'année 2020. Il est, vous le saviez, considéré comme le 8e conseiller fédéral. Il est conseiller des remontées mécaniques valaisannes. Il est le conseiller de l'UEFA dans l'organisation des matchs des championnats d'Europe. Il est le conseiller notamment du club de hockey du CP Berne. Et vous êtes encore conseiller d'autres organisations que je ne vais pas citer ici. Donc nous sommes en bonne compagnie. Le président Constantin, je ne vais pas le présenter puisqu'il n'est pas là, et il aurait fallu avoir vécu sur la Lune ou sur Mars ces 10 dernières années pour ne pas savoir de qui il s'agit. Donc c'est un promoteur valaisan bien connu qui défraie la chronique par son originalité et son franc-parler, qui ne se laisse pas impressionner par ce que j'appelle parfois les ronds de cuir qui vivent de l'autre côté de la Sarine. C'est également, accessoirement, est-ce qu'il est là, le président du FC Sion et un architecte dessinateur. J'en dirai peut-être plus lorsqu'il arrivera, mais enfin, vous le savez, il est derrière, en tout cas, 2 promotions sur le haut plateau, dont j'aimerais qu'il nous entretienne brièvement. Et ce qui est inhabituel dans le domaine du sport d'élite, il est convaincu de l'utilité des médecines naturelles et des guérisseurs ou des rebouteux, comme on les appelle en Suisse. Ce qui m'amène à vous parler de Denis Vipré, un personnage truculent, original, sympathique, bien connu des romans, bien connu d'une partie d'entre vous. Et je dois dire que si nous l'avons invité, c'est parce qu'un certain nombre de mes connaissances, et certaines sont ici, ont déjà eu l'occasion de se faire, alors le mot c'est entre guillemets, soigner ou d'être consultés par Denis Vipré, qui nous expliquera un peu comment est-ce qu'il procède pour ses guérisons. J'ai d'ailleurs un de mes bons amis qui aurait dû venir, qui depuis 3 ans ne pouvait plus se lever le matin sans avoir balle au talon d'Achille. Il s'est rendu sur ma suggestion pour voir le docteur, enfin c'est pas le docteur, M. Vipré, qui lui a dit, alors, il était déçu, hein, il a passé 10 secondes, oui mon gars, très bien, je te tutoie, parce qu'il tutoie assez vite, vous verrez, M. Vipré. Et puis il lui a dit, oui, je vais prier pour toi 2 fois par jour pendant 30 jours. Mon ami était particulièrement sceptique, il avait déjà vu 5 médecins.
Personne n'avait réussi à le guérir de ce problème au talon d'Achille, et 15 jours plus tard, la douleur avait disparu. Normalement, les miracles, c'est tous les 2 000 ans. J'espère qu'ici, avec vous, ça pourrait être un peu plus fréquent. Voilà. Alors, en fait, j'aurais beaucoup d'anecdotes de ce type à vous conter, mais je crois que c'est mieux que vous puissiez vérifier par vous-même. On organisera un petit coin à la fin de la conférence pour que vous puissiez en profiter. Alors voilà, il est là, entier. Il faut le mettre le micro. Merci. Bonjour. On va quand même lui pardonner son retard parce qu'il nous fait la gentillesse d'être ici, malgré le fait que son club est actuellement en train de jouer depuis 10 minutes. Je suis sûr qu'il va essayer de suivre les résultats. Comme je vous le disais, il est apprécié de certains d'entre nous pour son franc-parler, notamment le fait qu'à plusieurs reprises, il n'a pas hésité, disons, à rentrer assez violemment dans les principes ou à contrer les principes qui avaient été émis et dictés par les autorités bernoises. Voilà. L'organisation de la conférence sera la suivante. Je vais tenter, ce n'est pas mon métier, d'organiser un dialogue avec ces 3 personnalités. Je n'ai pas la vocation d'être un présentateur TV. En fait, et vous verrez qu'il en a quelques caractéristiques, donc vous devez vous en méfier. Celui qui a probablement les qualités pour se hisser à la hauteur de Darius Rochebin, il n'en a pas toutes, mais certaines des caractéristiques, c'est M. Jean-Marc Saint-Viteux, notre autre membre du comité. Voilà. Le but, évidemment, c'est que, parce que l'ensemble de ces intervenants, vous pouvez les suivre à la télévision, le but, c'est de vous donner le plus longtemps possible l'occasion, la possibilité de nouer un dialogue avec Christian Constantin, je vous ai présenté avant, Denis Vipré et le docteur Daniel Corr. Voilà. Je pense que j'en ai assez dit. Dans un deuxième temps, donc, c'est Jean-Marc Saint-Viteux qui va reprendre le flambeau. Pour lancer le débat, je vais poser une question directe au docteur Daniel Corr. Je vais lui demander, est-ce que vous pensez que ce soir, tout a été organisé dans les règles? Est-ce qu'on en a fait trop? Est-ce qu'on n'en a pas fait assez? Est-ce que vous êtes à l'aise dans cette assemblée? Oui, merci pour la question. Oui, je suis très à l'aise, mais je suis plus du tout responsable des règles que l'Office met en place. Je ne travaille plus à l'Office depuis fin mai l'année passée. Mais oui, je suis de près tout ce qui se passe, aussi sur l'évolution. Et oui, tout est en ordre. Je n'ai pas un seul souci ici. Et je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de gens qui sont vaccinés. Et quand vous allez au stade de Tourbillon, les choses se passent bien? Il ne m'a pas encore invité. D'accord. Mais ça y est. Non, mais non, je pense que la Suisse, elle a choisi un chemin pour le moment qui est assez raisonnable. Et le risque aussi dans les stades, dans les manifestations pour le grand public, ils sont tout à fait raisonnables et ce n'est pas là où il y a le grand danger. Par exemple, pour le CP Berne, dont vous êtes le conseiller, est-ce que vous avez émis des recommandations particulières? Est-ce que la jauge sera à 1 tiers, 2 tiers, à quel pourcentage? Non, ça c'était l'année passée où on a fait un concept que finalement elle a pu prendre que pendant 1 mois. Après, tout était arrêté par les autorités. À juste ou à mauvaise raison, ça, on ne va jamais le savoir. Mais pour cette année, tout est prévu que ça se passe mieux, que ça se passe avec ce fameux 3G, dont le contrôle comme ici à l'entrée. Et si quelqu'un est vacciné ou a récupéré de la maladie moins de 6 mois ou testés récemment, ils peuvent rentrer sans des autres mesures. Par exemple, moi j'ai dû revoir un certain nombre de contrats avec des joueurs de hockey sur glace, que ce soit du côté de la direction ou du côté des joueurs. Et souvent les salaires ont des clauses Covid, du type si nous ne pourrons pas remplir en totalité la patinoire, eh bien votre salaire sera réduit ou sera totalement réduit. Est-ce qu'au CP Berne il y a ce type de clause? Est-ce qu'en Suisse il y a beaucoup de ces clauses? Alors là, je ne sais pas, vraiment mais pas. Vous pensez qu'il y a des risques que la jauge soit relativement basse ou pas? Vous voyez, c'est toujours très très difficile de prévoir qu'est-ce qui se passe pendant une pandémie ou une épidémie.
les virus, ça se développe, ça change. C'est assez difficile. Mais c'est aussi assez difficile de prévoir les prévisions de la politique. Et il faut être bien conscient. Les mesures, la moitié c'est fait par l'épidémie et l'autre moitié c'est vraiment fait aussi par la politique. Seulement si on regarde en Europe, tous les pays ont totalement de différentes mesures, totalement de différentes attitudes et il ne faut pas sous-estimer ça. Et pour ça, je suis devenu très prudent en faire des prévisions pour cet hiver. Là où je conseille, j'essaie quand même toujours de trouver des solutions avec des risques raisonnables. Et très souvent, on peut faire beaucoup plus de choses sans prendre des risques extraordinaires. Mais il faut aussi être honnête. La vie, elle a des risques. Le risque zéro, ça n'existe pas. Est-ce que, monsieur Christian Constant, tu as des commentaires à faire au niveau de l'affluence dans les stades? Si c'est l'affaire des contrats, c'est assez simple. Les anciens contrats, c'était pas prévu, donc tu peux pas tellement les bouger. Les nouveaux contrats, tu peux prévoir un type de risque Covid, mais sur les anciens contrats, si les joueurs veulent rester sur leur contrat, tu peux rien y faire. Donc tu dois simplement négocier une baisse de salaire à bien plaire, mais ça s'arrête à ça. Alors, Christian, on te surnomme le Napoléon du Valais, parce que je crois qu'une fois tu t'es déguisé en Napoléon sur un cheval lors de la fête du FC Sion. Qu'est-ce que c'est le Waterloo du Valais aujourd'hui? Est-ce que c'est le Covid? Non, bon, le Covid est une affaire mondiale, donc on ne peut pas uniquement le laisser en Valais. Par contre, je pense que la gestion du Covid en Valais, c'est pas si mal faite, notamment cet hiver avec l'ouverture des remontées mécaniques, parce que finalement, dans les Alpes, on a été les seules stations où il y a eu un fonds de commerce qui a pu se faire, ce qui n'a pas trop affaibli l'économie touristique, bien qu'elle a pris forcément une perte importante, mais enfin, ça aurait été beaucoup plus grave. À partir de là, comme disait Daniel, je pense quand même que la Suisse n'est pas si mal débrouillée dans cette période-là, parce qu'il y a encore tout ce qui était les aides de la Confédération qui ont soutenu l'économie à des moments quand même particuliers où personne n'avait une vraie visibilité. Tu étais dans un tunnel, dans un trou noir. Alors, dans un trou noir, les yeux ouverts, les yeux fermés, c'est un peu la même chose que tu vois. Donc, t'es un petit peu emmerdé d'avoir une perspective de futur. Et là, visiblement, on va encore souffrir un petit peu, mais ça semble aller quand même dans la bonne direction. Il faudra certainement que le vaccin continue à se propager pour pouvoir atténuer tout ça, mais il y aura quand même la direction d'un pays comme le nôtre, ça me parle quand même assez les éclaircies se voient, voilà. Alors, on a ici Philippe Magistretti qui était plutôt venu avec sa casquette Summit Clinic, mais qui est aussi l'homme fort de CMA. Est-ce que tu as subi de grosses pressions pour ouvrir ou pour ne pas ouvrir les remontées mécaniques l'année passée? D'abord, j'ai une attitude amusante parce que nous voulions garder les installations ouvertes pendant le mois de mai. Et puis, je me suis fait tirer les cheveux par le conseil d'État valaisan. Et je trouvais un peu frustré parce que quand je fermais les installations, je me suis fait gronder. Puis quand je voulais les ouvrir, je me fais gronder. Tu fermes quand il n'y a pas le Covid. Alors, historiquement, les sociétés de remontée mécanique se sont présentées aux autorités en ordre dispersé. Il y a eu, à proprement parler, aucune concertation entre les différentes stations, même les stations importantes. Et je dirais c'est complètement par hasard, ou en tout cas sans aucune préparation, qu'on nous a signifié que les restaurants seraient fermés, enfin toutes les contraintes que vous connaissez et dont je vais vous épargner la description. Finalement, quand on regarde les chiffres, parce que comme disait Christian tout à l'heure, il faut payer. Donc quand on regarde les chiffres, il y a très peu de réduction de chiffre d'affaires par rapport aux années, à une année de référence qui est l'année précédente, qui était elle-même une année record. Donc finalement, mais j'ai
directeur, j'aperçois, le directeur des remontées mécaniques. Viens ici, tu parles beaucoup mieux que moi et tu connais beaucoup mieux que moi. Sans aller dans le détail, parce que c'était... Tu as raison, lui, c'est un vrai ingénieur. Oui. Salut, en 30 secondes. Alors, je vous présente... Maxime Côté. Maxime Côté, non mais j'ai fait exprès. Maxime Côté, qui est donc directeur général de la Société de remontée mécanique de Grand Montana à Minona, et avec qui nous travaillons étroitement. Mais lui, c'est tout. Essentiellement, est-ce que vous avez subi des pressions pour ne pas ouvrir de la part de l'Union européenne? Et puis peut-être en une phrase, nous dire si les chiffres ont été bons ou n'ont pas été bons l'année passée. Alors bonsoir, je vais commencer d'abord par les chiffres. À fin juin, qui était notre fin de saison d'hiver, puisque nous l'avons prolongé, nous avons été les seuls en Suisse romande, on avait un recul de 18% de fréquentation. Donc pour nous, l'indicateur, c'est les journées skieurs, les premières entrées sur le domaine skiable. Donc c'est un recul, mais qui aurait pu être bien plus grand, sachant qu'on n'a quasiment pas eu de clientèle internationale. Donc ça a été compensé par la clientèle suisse. Ça, c'est un point fort. Concernant les pressions, ce qui a été assez dommageable sur la période, on va dire, de Noël. Alors effectivement, on a eu des difficultés à avoir de la neige, mais le choix avait été fait qu'on puisse ouvrir, et ça a été une confiance qui nous a été apportée par le Conseil fédéral. Ça a été dommage des pays limitrophes comme la France de faire on va dire une contre-publicité pour venir skier en Suisse, alors que dans ces pays-là, les hôtels étaient ouverts dans les stations et pas les remontées mécaniques, et que ça n'aurait, à mon avis, rien changé. Donc ça nous a pénalisé, ça nous a empêché de faire notre publicité habituelle. Bien entendu, on a respecté ce qui nous avait été recommandé par le canton, qui était de ne pas faire de publicité à l'étranger. On l'a fait, mais ça a été, je dirais, assez difficile. Et puis, l'autre partie de la saison, après ces vacances de Noël qui ont été difficiles pour manque de neige et pour situation de Covid, comme on l'a expliqué, il a fallu à un moment donné tirer un bilan économique. Et là, toutes les stations ne sont pas dans les mêmes prédispositions. Il y a des stations qui sont largement soutenues par les communes ou autres, d'autres stations qui ont d'autres modèles économiques. Pour nous, en tant que société anonyme, il fallait être raisonnable et dire oui, bien sûr qu'on ouvre et qu'on soutient toutes les démarches et tout ce qui a été fait au niveau du pays, mais à un moment donné, il fallait être raisonnable et mettre en place un plan de réduction d'ouverture d'installation. Vous l'avez peut-être, je dirais, subi en tant que client, mais il était raisonnable pour éviter d'amener l'entreprise vers des pertes énormes, puisque, je rappelle, à ce jour, seuls les pré-Covid, donc de 2020, nous ont été apportés à hauteur de 500 000 francs, et puis les quelques indemnités rachetées. Aujourd'hui, les remontées mécaniques, en tout cas CMA, n'a pas eu d'autres subventions. Ce n'est pas un reproche, mais à un moment donné, il faut aussi comprendre qu'on a dû prendre des décisions, ça nous a été demandé par notre groupe, de réduire le parc de remontées mécaniques ouvert pendant l'hiver pour faire des économies. Et ça, d'autres stations n'ont pas été dans ces configurations-là. Et ce qui a été un petit peu navrant au niveau de la presse, puisque je pense qu'en tant que société anonyme, on a le choix de faire ce qu'on veut en tant qu'exploitant pour garder l'entreprise en vie. On va peut-être s'arrêter là. Juste ajouter une chose. Ouais. Juste ajouter une chose, c'est que en fait, dans le contrôle des coûts, tu as été très bon. Donc, ce qui veut dire que le résultat final de notre exploitation a été satisfaisant malgré une baisse de fréquentation. Merci de cette bonne nouvelle. Alors, si je continue peut-être avec Christian Constantin, avant de faire le lien et d'essayer de comprendre pourquoi le président du plus grand club de Suisse romande fait appel à, et vous l'avez compris, à un guérisseur, ce qui est quand même inhabituel, puisqu'ici, vous avez vu des gens de toute génération, mais enfin aussi des pères, aussi des grands-pères, qui ont déjà des biens immobiliers, mais qui pensent peut-être à en acheter d'autres pour leurs enfants. Est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots, mais pas plus que 2 mots, sur les 2 promotions immobilières ou les diverses promotions immobilières qui sont en cours et dont tu es le pilote? C'est prématuré d'en parler, je ne suis pas là pour ça. Non? Bon, alors voilà. Ce sont les joies du direct, comme on dit. D'accord. Mais tant mieux, comme ça. Et alors, bon, saison, comme vous le savez, sportive extrêmement difficile pour le FC Sion, qui par miracle s'est sauvé de la relégation.
Est-ce que Denis Vipré a été pour quelque chose dans ce miracle? Oui, on voyageait, il prenait les sandwichs, c'était sympa. Non, si vous voulez parler de Denis, l'idée de Denis. Denis a quand même une qualité, c'est qu'il a un petit peu un scanner entre les doigts, dans le sens il peut très bien voir, enfin il a rapidement donné un diagnostic sur tout ce qui est tissu, tout ce qui est ligamentaire ou tout ce qui est organe, pas les problèmes osseux que les joueurs peuvent avoir, mais il peut donner une direction à ce niveau-là. Et puis au niveau des produits qu'il fait, énergétiques ou des produits de massage et autres, il arrive très bien à faire des produits naturels avec les plantes qui font du bien aux joueurs. Voilà un petit peu les qualités que Denis a. Et alors, question très directe. Denis Vipré, il est là pour les joueurs ou il est là pour le président? Bon, Denis, on a une amitié commune, j'espère qu'il est là quand même un peu parce qu'il me trouve sympa. Et puis de l'autre côté, il y a certains joueurs qui sont plus proches de lui que d'autres, parce qu'effectivement, il faut croire à ce qu'il dit. Par exemple, Guillaume Morao est très proche de Denis, pour donner un exemple comme d'autres. Mais alors, enfin, tout le monde ne connaît pas Guillaume Morao, ça c'est votre attaquant vedette. Hein? Ça, les attaquants qu'on a, oui. Et si on veut, après, c'est des tendances que les joueurs ont. Ils se sentent plus rassurés à certains moments quand certains parlent à Denis que puis d'autres. Voilà, mais ça, c'est leur choix personnel. Et alors, pourquoi est-ce que vous êtes dirigé vers Denis Vipré, sachant qu'il y a beaucoup de guérisseurs en Suisse romande et même en Valais? Quel a été le choix là? Premier choix, la vérité. C'est qu'une fois, je crois que ma femme avait été chez lui, puis elle avait dit du bien sur moi. C'est sûr que tu n'es pas le seul, Denis. Donc, mais la vérité, c'est ça, parce qu'effectivement, j'avais trouvé que le mec n'était pas dans un jugement ou pas. Enfin, il l'a dit sincèrement, donc finalement, j'ai bien apprécié depuis là. Et alors, Denis, peut-être pour commencer, est-ce que tu veux nous dire comment est-ce que tu as compris que tu avais des pouvoirs de guérison? Et ensuite, peut-être, est-ce que ce pouvoir, tu l'as appris? Est-ce que c'est inné? Est-ce que tu peux le transmettre à ta famille, à des proches? Ou est-ce que c'est un secret qui n'est pas partageable? Alors, il y a... Déjà, oui, je explique depuis le début. Donc, j'avais 15 ans. Donc, je suis de 1965. J'avais 15 ans. Je voyais rien d'autre que des vaches matin et soir. Je voyais pas tellement de ces chalets. J'étais vraiment paysan, 120 têtes de bétail. Je voyais rien d'autre que des vaches matin et soir. Puis à 15 ans, j'ai un copain qui est tombé à l'école. Parce que j'avais absolument jamais entendu parler de ça, jamais lu, jamais vu, jamais été, jamais rien. C'est pas comme si j'avais été piloté pour faire ça ou quoi que ce soit. Au 156 de prendre la minute, il n'y avait pas il y a 40 ans en arrière. Puis il y a 40 ans en arrière, des gens comme moi, étaient plutôt brûlés sur le feu de 1er août. Hein. Moi, je voyais à l'échelle, dans le canton de Fribourg où j'habite, mon voisin, c'était le curé. Il m'a réussi à m'empoisonner ma jument tellement qu'il était jaloux, parce que c'est clair que dans le temps, les gens, ils venaient le soir d'avant, beaucoup de Valaisans d'ailleurs, ils venaient toujours le soir d'avant, ils devaient dormir pour passer le lendemain tellement qu'il y avait de monde. C'était assez impressionnant. Maintenant, ça va mieux parce que dispatch dans toute la Suisse romande. Bon, la première fois que j'ai vu que je pouvais soigner, j'avais 15 ans. J'avais jamais entendu parler de ça, jamais lu, jamais vu, jamais rien. J'ai tout simplement un copain qui est tombé à l'école et je voulais le mettre les mains, je voulais le relever par le cotson, par les épaules, puis directement chez moi, dans la main gauche, il y a un petit corps humain de 6 cm ouvert avec dedans des points. Ça, c'est des points comme ça. Ces points-là correspondent où il y a le mal. Puis avec la main droite, la force descend jusqu'aux pieds et ça monte des pieds à la tête. Alors, quand tu as parlé de 10 secondes, ouais, c'est en direct 10 secondes. Et après, ils sont encore catalogués 1 mois. Ça, il faut savoir que ça tourne 90 fois par jour pendant 30 jours. Moi, je vois seulement la personne tourner si elle est moins bien que maintenant. Si je vous soigne maintenant, si, par exemple, dans 15 jours, vous irez tomber, ben, je vois dans les 6 secondes votre tête. Si tu tombes, tu saignes, tu te brûles, tu te coupes au même décès, je vois dans les 6 secondes. Quand je mets les mains sur les épaules, vous avez 370 000 méthodes à disposition. Donc, c'est-à-dire que je peux faire 370 000 choses différentes. Ce qui m'impressionne le plus, c'est quand même les intestins, où il y en a en tout cas 100 000 méthodes que pour les intestins. Si bactéries bonnes ou pas bonnes. Après, je sais pas, j'ai continué comme ça, mais j'ai jamais entendu parler de ça, donc j'étais voué à moi-même, paysan, donc pas tellement les parents derrière moi pour m'aider, quoi, je veux dire, ils étaient tout le temps à l'écurie, voire à la ferme.
Et puis j'ai tout appris sur le tas. J'ai jamais lu un livre. Ma force, c'est de pas lire. Ma force, c'est avant pas écrire. Maintenant, bon, je fais des recettes comme Christian il a dit, ou on a dit avant, sur les plantes. Mais j'ai tout développé moi-même. En voyant les gens, et dès l'âge de 17 ans, surtout, je vois tous les gens ce qu'ils ont. C'est ce qui me permet de prendre 20, 30 personnes à l'heure ou 40 à l'heure. C'est seulement de vous voir, c'est déjà tout ce que vous avez là-dedans. Tous. Ouais. Alors, ceux qui ne croient pas, la même chose. Hein. Encore avant, il y avait un qui était là, il m'a dit, qu'est-ce qu'elle a cette personne? Je dis, écoute, elle est décédée. Ah ben ouais, t'es quand même pas mal, il m'a dit. Ouais, bon. Donc ça, j'ai passé l'âge, plus le temps que des médecins me testent. Mais je sais tout de suite qu'ils sont médecins, ceux qui font ça, parce que je comprends le problème du médecin qui a tellement étudié vis-à-vis d'un paysan qui a tapé que des vaches, je ne vais pas taper, mais qui a très des vaches matin et soir, je voulais dire, très des vaches matin et soir. Donc c'est totalement différent. Il se dit que parfois que les guérisseurs comme toi, vous êtes assez proches de tout ce qui est spiritisme. Est-ce que le fait d'avoir des contacts avec les esprits, c'est quelque chose qui se pratique chez les guérisseurs ou pas du tout? Alors moi, personnellement, j'aime déjà pas trop le mot guérisseur. J'aime bien m'appeler paysan ou bien magnétiseur, parce que guérisseur, il faut guérir. Je sais ce que je vaux, mais il faut être correct. Il faut dire oui, on peut, non, on peut pas, puis on peut pas guérir tout le monde. Autrement, des âmes avec les pompes funèbres, il n'y a plus personne qui meurt. Mais il faut être correct. Et puis moi, il n'y a absolument pas une méthode qui a à voir avec la religion. Par contre, les religions sont sur moi. Hein. Là, tu prends les temples solaires, tu prends les sectes, tu prends les pierres vivantes, les témoins de Jéhovah, ça c'est ouf. Ils m'en veulent la mort. Mais moi, il n'y a absolument rien à voir avec la religion. Quoi. Je ne veux pas dire que ça ne m'aide pas. Je ne veux pas dire que je ne fais pas ma propre religion. Mais je sais que le pape, il a demandé à me voir, donc ça ne doit pas être trop mauvais, quoi, j'ai dit. Enfin, j'ai soigné son neveu qui ne peut pas d'enfant. Et je crois que Jean-Marc a aussi une question. Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est une observation, mais je ne sais pas si ça marche. Ouais. Ouais, comme ça. J'en ai parlé tout à l'heure. Non? Comme ça? Ouais. J'en ai parlé à Denis tout à l'heure. Donc, hier, je déjeunais avec un couple d'amis. Et donc là, ouais, ça s'en va. Merci. Voilà. Vous m'entendez mieux? Oui. Je déjeunais avec un couple d'amis au Tessin, et puis son épouse est fribourgeoise. Et donc je dis, comme je savais qu'il y avait la conférence aujourd'hui, je dis, est-ce que tu connais, et c'est un couple d'amis que je ne rencontre pas très souvent, 1 fois par an, 2 fois par an maximum. Et donc je dis, est-ce que tu connais Denis Vipré? Elle m'a dit, évidemment, j'ai déjà consulté plusieurs fois, etc. Et puis moi je suis d'approche quand même assez scientifique, mais je pense qu'il faut vraiment être ouvert. En tout cas, cette dame était extrêmement satisfaite des soins, enfin, c'est pas des soins, je sais pas comment on peut, ce sont des soins, ce qu'on peut dire. Et puis après, dans la conversation, elle a dit qu'elle venait de fêter son anniversaire. Alors, je vais pas donner trop de détails, mais franchement, alors cette dame, elle paraît 15 ans de moins. Donc, je ne sais pas si c'est grâce à toi ou pas, mais c'était vraiment impressionnant. Voilà ce que je voulais dire à ce stade. Merci. En fait, est-ce que tu veux rebondir sur les questions suivantes que tu avais préparées, peut-être? Ouais, j'en avais une autre pour Daniel Corr. Là, OK. Alors, Daniel Corr, comme vous le savez, était le conseiller spécial de l'UEFA pour les questions de Covid. Et donc, la première question qui me venait à l'esprit, c'est est-ce que la raison pour laquelle l'équipe de Suisse jouait tout le temps à Bakou, est-ce que c'est pour une raison de Covid? Oui, c'est une bonne question. Tout le monde se posait la question pourquoi ils sont toujours voyagés à Bakou. Non, pour être honnête, on ne s'imagine pas combien de temps ça prend pour organiser une euro. Et surtout une euro où l'UEFA a décidé déjà avec le président avant que ça va être dans plusieurs villes européennes. Donc, toutes ces questions et tout ça, c'était bien décidé avant le Covid. Ça qui était mon rôle aussi, c'est quand ils ont vu le Covid va perturber fortement cet euro, ils m'ont demandé de les conseiller sur comment on pourrait faire ces événements avec des spectateurs. Et là,
Il faut bien s'imaginer, on a commencé en plein hiver l'année passée, quand personne pensait que ça va être possible. Et là, j'ai quand même essayé de les convaincre, les villes, les pays, d'essayer au moins la planification, parce qu'il me semblait, avec les possibilités qu'on aurait, ça va être possible. Et là, je dois dire, beaucoup des pays, surtout les Danois, les Hollandais, ils ont fait des grands efforts. Ils ont essayé en avance, si c'est possible, qu'est-ce que c'est le risque. Et finalement, ils ont vu que ça passe. Et comme ça, on a réussi quand même à avoir une Euro avec des spectateurs. Et je pense que c'était très important aussi pour l'ambiance, mais pour toute l'Europe aussi, de voir il doit y avoir une sortie de cette crise. Une question pour Christian. Il y a un projet de nouvelle patinoire, grande patinoire à Sierre. Il y a notamment Max Orlais, je crois, Blatter qui sont derrière, pour créer, si j'ai bien compris, un nouveau HT Valais. Est-ce que toute cette crise du Covid, ça va dynamiser ce projet, ou est-ce que, à ton avis, c'est quelque chose qui va rendre ce projet encore plus délicat qu'il ne l'est, sachant qu'il y a déjà un grand club de football et que maintenant on veut créer une deuxième grande équipe sportive, c'est-à-dire de hockey sur glace? Bon, ben, le principal problème des projets, il est simple, c'est l'argent. Donc s'ils ont de l'argent, ils le feront, s'ils n'en ont pas, ils ne le feront pas. Oui, il faut de l'argent au départ, ensuite il faut de l'argent chaque année pour tenir un budget. J'ai pas dit qu'il fallait pas de l'argent, il faut de l'argent. Il faut 10 000 francs le siège. Il faut de l'argent pour les infrastructures, il faut de l'argent pour l'exploitation. 2000 places, 90 millions. Il faut de l'argent pour tout. Alors, Les patinoires, je crois. je connais pas leur capacité à générer de l'argent. Mais aujourd'hui, sachant qu'il y a le Covid, est-ce que tu trouves que c'est un peu téméraire de se lancer dans une telle aventure? Covid ou pas, tout ce que tu fais, tu dois payer. Donc effectivement, le Covid n'a pas d'impact sur cette chose. On sait que le Covid est une affaire encore, je ne sais pas, peut-être de 24 mois pour dire un chiffre. Après, il y aura peut-être autre chose, mais enfin, il n'y aura pas d'impact là-dessus. Le projet, indépendamment Covid ou pas, c'est un projet où il faut imaginer investir entre faire une équipe et puis faire une patinoire, je pense 120 millions. Voilà. À partir de là, est-ce qu'ils ont l'argent ou pas, j'en sais rien. Je ne suis pas dans le porte-monnaie des autres. Est-ce que, par exemple, le HT Fribourg-Gotteron utilisait Denis pendant les matchs, hein, je ne crois pas tellement pour soigner, mais même pour protéger les joueurs, hein, si j'ai bien compris, ce que m'avait expliqué le président de Gotteron à l'époque. Est-ce que tu procèdes aussi de la même façon à Sion? Parfois, je vais vous expliquer Oui. l'histoire. Alors. Il y a un championnat du monde, Russie contre, je ne sais plus contre qui. Et puis on a un match à Tourbillon, puis on est dans un vestiaire à côté avec Denis. C'était Bikov, entraîneur de la Russie. Et puis on a au Tchertan, il jouait les demi-finales, je pense, c'est juste, demi-finale du championnat du monde. Téléphone entre Bikov, qui est dans sa patinoire à Moscou, puis Denis, qui est dans le vestiaire à Tourbillon. Et puis il me dit, il faut mettre le 7, il dit à Bikov, et il faut mettre le 14. Puis sortir, je ne sais plus, le Tourbillon. Et puis il me dit, il faut mettre le 7, il dit à Bikov, et il faut mettre le 14. Puis sortir, je ne sais plus, le Soulnov. Du monde en Russie. Et puis au Tchertan, tu es en train de lui raconter qu'il faut changer. Alors Denis faisait plus que s'occuper des joueurs, là il s'occupait de la formation. Le pauvre entraîneur. C'est lui qui appelait. C'était Bikov qui appelait. Toujours, avant, pendant, après les matchs, toujours. Ben, déjà, les entraîneurs n'ont pas tout le job le plus facile avec toi, Christian. Si maintenant il y a encore Denis qui s'en mêle, ça doit devenir très compliqué. Là, j'étais témoin de quelque chose qui ne me concernait pas, mais j'en étais. Comme j'étais à côté, je l'ai entendu, je peux le dire ici d'ailleurs. Ouais, les Russes, c'est spécial, il faut dire, parce que la première fois que Slava est arrivé chez moi, il avait des panini comme ça large, puis il m'a dit maintenant il faut faire une équipe. Alors, ils sont tous capables de jouer l'équipe nationale, mais après, la tête, c'est autre chose. En Russie, tu as soigné, non? Assez souvent j'ai fait les Jeux Olympiques avec eux déjà, puis après, bon, enfin, c'est notre histoire, quoi, je veux dire, c'est... Mais même des politiciens russes, non? Oui, bien sûr, mais... Ouais, spéciaux. Sans donner le nom, mais enfin des gens assez connus. Ouais. Bah, c'est le Rasputin. Il a fait plus que ça. Vas-y. Une fois, il y a Céline Dion qui vient vers lui, elle voulait être enceinte. Et puis je dis, mais t'as fait comment? Il me dit, j'ai appelé Goldman. C'est tellement vrai. Mais là, c'est bon. Il y en a 3 maintenant. Oui, ça a marché, là. Bravo. Pour
Allô? Oui. Pour retourner sur l'Euro, donc, est-ce que, Denis, tu as vu l'équipe de Suisse avant leur match contre la France? Non, en vrai, mais c'est clair, quand tu es paysan comme moi, quand j'avais 15 ans, on n'avait rien d'autre que le foot. Tu peux être là samedi, dimanche, pas de ski, il fallait toujours dire ses vaches. On avait le foot. Moi, je suis un fou de foot. Et puis, bien sûr que, après Hugo Théron, c'est clair, j'ai fait 31 ans que je suis à Fribourg. Mais le foot, l'équipe suisse, c'est clair que ça me tenait à cœur, même que tout le monde la voyait foutu. On était repêché, meilleur troisième, ça en oublie. Après, on bat la France. Enfin, on est une équipe. C'est la même chose qu'au début, quand on explique qu'un docteur, un président, c'est une équipe pour gagner. Tout seul, on n'arrive plus en l'an 2020. Il faut une équipe. Il ne faut pas chercher le pourquoi du comment. Il faut chercher une bonne équipe. Et là, les ondes, il faut arrêter de dire tu, il faut dire on, il faut dire voilà. C'est comme ça qu'on arrive. Et puis c'est vrai que l'équipe suisse m'a tenu à cœur. Surtout que j'avais un employé qui était footballeur français, qui était un employé chez nous. Et puis bien sûr, les petits Suisses, là, j'ai quand même un petit peu aidé à ma façon. Mais ce n'est pas grâce à moi, c'est tout le monde, c'est toute l'équipe. Ouais. Est-ce que vous avez déjà des premières réactions ou des questions? Tenez, d'accord. J'ai une question pour Christian Constantin. Salut Christian. Tout d'abord, vous avez passé 3 années difficiles avec le FC Sion. Cette année, vous recommencez mal, 2 matchs 0 points. Il y a un électrochoc magnifique contre IB, bravo. Donc, comment tu trouves encore l'envie, l'énergie pour continuer avec ces, entre guillemets, bons résultats? Et puis, qu'est-ce qui ne prend pas? Pourquoi la mayonnaise ne prend pas? Pourquoi tu n'arrives pas à mettre cette équipe avec les moyens que tu mets au niveau personne et argent? Pourquoi tu n'arrives pas à mettre cette équipe qu'on aimerait tellement voir en Europe? Bon, la dernière Coupe d'Europe qu'on a fait, c'était 2017, enfin Liverpool, là en 2017. Après, on a perdu la Coupe. Et on a quand même eu 2 saisons Covid merdiques. T'as personne dans le stade, c'est quand même très, très compliqué. La saison dernière aussi, après on est dans une Ligue à 10 relativement... Tu peux être vite, tu gagnes 3 matchs, t'es 3e, puis t'en perds 3, t'es 9e, donc c'est relativement compliqué. Maintenant, il faut voir si on renouvelle plutôt les expériences qu'on a fait contre IB que la défaite qu'on a eue à la maison contre Servette, c'est tout. Après c'est tellement on est tellement proches les uns des autres que tu finis dans une fourchette de... Je pense qu'entre la 2e place l'année passée, la 9e place, on finit à 9 points les uns des autres. C'est 3 matchs à côté de l'autre, donc il nous a manqué de régularité, mais il faut la retrouver. Alors après, personnellement, je sais pas, j'ai gagné 7 fois la coupe, 2 fois on a fait un doublé, on a gagné le championnat. Alors, il y a des années qui sont plus sympas que d'autres. Alors, si tu me dis, tu as vécu 3 mauvaises années, je te dis oui, puis cette année, j'espère qu'elles sont meilleures. Après, tu peux pas... Ce qui est beau dans le sport, c'est que tu sais que tu ne gagnes pas toujours. Voilà, à partir de là, tu as du plaisir quand tu gagnes, mais c'est tellement court après derrière une victoire qu'il faut se remettre le pied à l'étrier pour pouvoir préparer une prochaine victoire. Autrement, la défaite, c'est certain qu'elle arrive. Après balle, vous en prenez 5. La réaction. Non, mais ça, c'était assez facile. J'étais loin 15 jours. Donc, j'aurais tout dit ça à tous. Quand je suis pas là, vous avez des bras cassés. Maintenant, il faut que ça change. Puis après, c'était assez banal parce qu'on a gagné contre IB. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, alors peut-être Jean-Marc, tu voulais... Oui, alors, encore une question pour Denis. Après, je passerai à Daniel. Denis, on a parlé beaucoup de sport collectif, hein, le foot, le hockey. Qu'en est-il du sport individuel? Est-ce que tu magnétises aussi des sportifs individuels? Est-ce que ça marche mieux? Est-ce que est-ce que ça fonctionne mieux sur les sports d'équipe? Sachant que nous organisons un tournoi de golf demain et que certaines personnes pourraient être intéressées. Hein. Et il y a du yoga avant. Hein. En plus. Non, après, chez moi, j'étais non plus...
je ne sais pas qui je soigne non plus, hein, parce que chez moi, je n'ai pas besoin de savoir le nom, prénom de chaque patient. Donc, il peut très bien... Moi, j'étais étonné de tous ceux que j'ai reçus qui étaient à Tokyo. En tout cas, une 20, 30 qui étaient là-bas, qui avaient mon portable, qui m'ont appelé. Je ne savais même pas, quoi, je veux dire. Après, c'est clair, tu vois, des planches, tu prends des gens qui... Il y en a beaucoup qui... Mais, encore une fois, c'est pas parce qu'ils ne sont pas chez moi que je travaille. Je n'ai pas trop le droit de dire, parce qu'historiquement, il faudrait que la personne veuille, mais il n'y a pas de mal à faire du bien. C'est comme si tu te promènes au bord d'une forêt, puis tu vois des bougeoirs, puis tu mets une bougie, puis en pensant du bien de tout le monde qui est là ou n'importe, il n'y a pas de mal à faire du bien. Après, moi, je peux pas faire, quoi, je veux dire. Dès que je sais qu'il y a une équipe, dès qu'il y a un résultat, quoi, je veux dire... c'est clair, individuel, il y en a beaucoup, mais... Moi, à la limite, j'aime mieux soigner des gens comme vous. Hein, je veux dire, moi, tous les chiottes, on est tous les mêmes. Hein, je veux dire, ça pour... Donc, Par rapport au Covid, est-ce que tu as pu soigner et aider des gens qui ont été atteints du Covid? Et puis, je crois que tu es assez sceptique quant aux résultats de la vaccination, non? oui, je suis bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Parce que j'ai le petit de mon frère, mon frère, la mariée de Mauricienne. Et puis, si tu allais en ce temps-là, il est de 1999, sa femme a été accouchée à Payerne. Parce que tu es étranger ou de couleur, ils ont fait 4 vaccins à l'âge de 4 jours. Parce que moi, j'ai la peine à comprendre, parce que je n'ai pas fait d'études. Ce petit, à 27 mois, il ne parlait pas, il ne marchait pas. J'attends le diagnostic, handicapé IMC. OK? Puis 10 jours après, il marche, il parle. Puis quand j'étais le montrer à Payerne, il n'avait plus rien. Puis on se dit, mais c'est pas Didier, il s'appelle Didier Vipré. Et il n'avait plus rien. Il marche, il parle, il n'a plus rien. Il a fait l'apprentissage, il a permis de voiture, mais il était handicapé IMC au départ. Alors après, j'ai eu un peu de peine. Mais encore une fois, c'est moi qui... Je ne suis pas contre, mais je ne suis pas pour. Enfin, je suis en tout cas pas pour, parce que si on fait des vaccins, avant de faire le vaccin, il faut bien nettoyer les intestins, parce qu'on a beau dire que c'est le deuxième cerveau, mais finalement, c'est quand même là qu'il y a le problème, parce que tous ceux qui ont fait des réactions, parce que j'en vois quand même tous les jours beaucoup, tous ceux qui ont des réactions vraiment avec le Covid, vaccin ou pas vaccin, c'est vraiment les intestins. Si les intestins sont tout rouges, pour être tout blanc, tu as 39,3 à 40 degrés de température. Tu vas chez n'importe quel médecin, dès que tu as de la température, il faut descendre de la fièvre. C'est ça qui me bouffe. Et je ne comprends pas pourquoi. Peut-être qu'il y en a qui pourront me dire un jour, et puis, si les intestins sont tout blancs, même avec le Covid, ça passe. Ça me fait rire. Tu as le Covid, tu n'as pas le Covid, tu as le Covid. On dirait que c'est une carte, tu as le bistrot. Je prends une entrée, je prends le dessert, C'est pas ça, le Covid. Il arrive chez tout le monde. Puis après, il dispatche comme tu le supportes, après les intestins. Ça, c'est ce que je vois. Moi, dès l'âge de 17 ans, je vois tous les gens ce qu'ils ont, pas seulement là. Tous ceux qui se promènent. Quand on parlait de Gauthieron ou de Berne ou de Genève, parce qu'il y a des Genevois, pas les oublier, moi, je vois tous les gens ce qu'ils ont. Alors, dès que je lève la tête dans les gradins, je vois tous les gens ce qu'ils ont. C'est dur de voir ce que je vois, surtout maintenant. Quand je disais avant, j'ai 370 000 méthodes, j'en ai sorti beaucoup pour ce Covid. Mais c'est très dur, ça me fout en l'air, parce qu'avant, ma force, que Christian a parlé de Céline Dion, j'ai reçu je ne sais pas combien de dizaines de mille de faire-part, de coupes et part d'enfants, c'était ma spécialité. Puis maintenant que le vaccin, tout ce que j'ai fait là, j'ai l'impression que c'est comme s'il avait grêlé, parce que ce n'est plus les mêmes méthodes pour avoir des enfants. Alors je ne sais pas si dedans, ils ont mis du thé qui empêchera des enfants, j'en sais rien, mais... je la rote avec ça. Alors pour moi, j'en pleure beaucoup, il faut reconnaître, il ne faut pas croire que je suis un crack, parce que j'étais un type dur, je m'en foutrais des gens malades. Donc je suis vraiment sensible. Et puis c'est vrai que ce Covid, pour moi, c'est un tsunami, quoi, je veux dire. Enfin, pour tout le monde, hein, je veux dire, les médecins, pour tous ceux qui soignent, pas seulement moi. Voilà, quoi, je veux dire. Alors, docteur Corr, comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez ce type de propos? Parce qu'évidemment, vous étiez plutôt... très, très favorable à une vaccination accélérée. Oui, on peut surtout avoir des avis différents. Hein. C'est pas ça qui me gêne. Et je respecte ça beaucoup. Moi, je le regarde du point de vue de la santé publique, je le vois de la point de vue scientifique, et pour le moment, on n'a pas un autre moyen mieux que la vaccination. Si on veut vraiment essayer de stabiliser, disons, l'immunité de la population. Hein. Là, je ne parle pas des individus, de la population, parce que ce virus, il ne va pas disparaître.
Et tôt ou tard, tout le monde va le rencontrer. Donc, si on est vacciné selon la science, je le dis, on a beaucoup plus de chances de ne pas faire une maladie grave et parce qu'on a une immunité et très souvent, probablement, les gens ne vont même pas remarquer qu'ils ont rencontré le virus. Dans le monde, du hockey, les joueurs sont vaccinés ou dans le monde du football généralement? Selon leur choix, alors il y en a qui sont vaccinés. Puis mais il y a une majorité qui est vaccinée. À Fribourg, on n'a pas eu le choix à Gauthéron parce que, alors c'est clair, ils sont tous venus demander à moi. Le problème de Gauthéron, c'est qu'on joue la Coupe d'Europe et puis il peut pas partir. Ben, tu le sais, hein, il ne peut pas partir s'ils ne sont pas le vaccin, quoi. Après, mais là, ils sont tous à Gauthéron, ils sont tous vaccinés, ça c'est clair. Dans le monde du hockey sur glace, à votre avis? Alors ça que moi je sais, hein, parce qu'on ne sait pas tout, mais ça que je sais, c'est quand même dans tous les sports d'hiver, la majorité des gens, ils sont déjà beaucoup plus prudents parce qu'ils ont l'expérience avec la grippe. Hein. Ils essayent et maintenant, une grande partie, certainement, ils se font vacciner parce que c'est presque impossible pour eux sinon de pratiquer leur sport. Et je pense, ça qui est quand même important de dire, c'est il y a des différences d'avis, mais au fond, ça comme le président a dit avant, dans le sport, les gens, ils apprennent de aussi perdre, de pas toujours gagner, et c'est une expérience pour la vie, aussi pour la jeunesse. Et il faut vraiment essayer de maintenir le sport dans sa grandeur aussi comme exemple pour la jeunesse parce que on ne peut pas seulement tout interdire, surtout pas aux jeunes, surtout pas aux enfants. Et une chose que j'étais très très content, c'est que les autorités, le Conseil fédéral, cette année, très tôt, beaucoup plus tôt que les autres pays, ont permis de nouveau le sport de la jeunesse, le sport des enfants. C'est juste. Oui, madame. Je le garde. Ah, d'accord, vous gardez. Monsieur Corr, moi j'ai une question. Dans les gradins du championnat, Coupe d'Europe, championnat d'Europe, je ne sais, je ne suis vraiment pas une spécialiste, il y avait plein de monde, plein de public, personne au JO. Comment on explique cette différence? Parce que quand on regardait, on ne comprenait pas pourquoi c'était permis qu'il y ait autant de monde dans les gradins lorsqu'on regardait du foot et pas du tout pour assister aux épreuves des Jeux Olympiques. Oui, bon, finalement, c'est les pays qui décident. Hein. C'est comme ça dans le monde, c'est les gouvernements des pays qui décident. Et dans l'Euro, dans les spectateurs partout, ils s'étaient soit testés, soit vaccinés, soit ils ont eu une attestation qu'ils ont eu la maladie. Donc ces 3 Jeux, ça se pratiquait partout. Et ça a bien marché. Pour les Jeux Olympiques, c'est les Japonais qui ont décidé en avance qu'ils ne veulent pas avoir le risque d'avoir quoi que ce soit chez les spectateurs. Et là, moi, je regrette beaucoup parce que je pense on aurait aussi pu faire ça en Japon avec un risque raisonnable, mais finalement, c'est les pays qui décident, c'est les gouvernements dans les pays qui décident. Et ça me fait un peu de souci parce que si je vois les différences entre les différentes régions du monde, ils vont être bien conscients qu'en Asie, ils suivent de penser qu'on peut avoir un Covid-0, dont on peut faire disparaître ce virus. Par contre, en Amérique et en Europe, on a bien compris que ce virus ne va pas disparaître. Il y a le docteur Régamet qui a toujours des avis intéressants, assez originaux, insolites. Donc on se réjouit de l'entendre. Oui, alors en fait, j'aurais voulu rebondir sur ce que disait Daniel Corr et qui est parfaitement exact, à savoir que la vaccination, elle diminue considérablement le fait d'avoir des patients graves dans les hôpitaux, probablement la sévérité de la maladie dans les hôpitaux, chez les personnes qui ont plus de 60 ans. Chez les plus jeunes, je ne suis pas complètement sûr. Alors, moi, ce n'est pas une question d'avis, d'opinion, ou de pour ou de contre, mais j'aimerais juste rapporter un certain nombre de choses qui me paraissent importantes. D'abord, moi, je vaccine que des gens qui ont une sérologie pour savoir s'ils ont eu la maladie ou pas.
Donc le docteur Egabet est un docteur très connu sur le haut plateau, pour ceux qui ne sont pas au courant. Voilà, alors j'ai fait ma thèse avec Didier Troneau à l'époque chez Bernard Mac, on se parle extrêmement souvent, donc le monsieur de la Task Force que vous connaissez certainement. Et en fait, ce qui est important, c'est que quand on regarde les résultats, quand les gens viennent, ils viennent en fait, on va d'abord faire une sérologie pour savoir s'ils ont eu la maladie. S'ils ont eu la maladie, ils ont des anticorps anti-NCP qui restent assez stables pendant un certain temps, une petite tendance à diminuer. S'ils n'ont pas eu la maladie, ces anticorps sont négatifs. Par contre, tous ceux qui ont été vaccinés ont des anti-spike, qui est cette fameuse protéine, qui sont très positifs, à 2500 en général, et qui, malheureusement, puisque moi je fais des sérologies à tout le monde, j'en ai bientôt 300, au bout de 4 mois, le vaccin Pfizer montre que le 90% des anticorps ont quasiment disparu chez le 90 à 95% des gens. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils seront protégés ou pas? On ne sait pas. Parce qu'on voit effectivement que les gens qui ont eu la maladie ont des anti-spikes aux alentours de 100, 150, 200. Et puis ceux qui ont été vaccinés à 2500 et qui redescendent à 100, 150, 200, peut-être que ça pourra suffire. On n'en sait rien. Mais la grande différence, c'est que le Moderna, lui, 4 mois après, il a encore des anticorps à 50%, donc à 1000, 1500. Donc quand on nous a raconté au départ que Moderna et Pfizer, c'est la même chose, pas tout à fait vrai. Moderna est dosé à 100 microgrammes d'ARN messager, alors que Pfizer seulement à 30. Donc il y a une différence de 3. Il y en a un qui est 3 fois plus fort que l'autre. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi on nous a raconté, et surtout, on ne nous le dit pas pour l'instant. Il y a une espèce de blackout. Et puis moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que toutes les infirmières de l'hôpital cantonal à Genève, qui ont un grand nombre d'entre elles ont eu la maladie, pendant qu'elles avaient la maladie, on les suivait, on faisait des anticorps et tout. Puis maintenant, on leur a imposé d'avoir 2 doses. Donc certains ont été assez malades avec la 2e dose. Et puis là, on ne fait plus de sérologie, on ne comprend plus ce qui se passe, alors que c'est un hôpital universitaire dit de référence, qui devrait quand même faire des études. On paye des impôts pour ça, on devrait faire des sérologies pour comprendre. Ça ne se fait pas. Puis alors, la deuxième chose qui m'inquiète un peu plus, c'est que les gens qui ont eu la maladie, et dont je fais partie, on a des anticorps assez stables, et il y en a qui ont voulu absolument se faire vacciner, et quand ils ont eu une dose, ils avaient tous des anti-spike des anti-NCP assez stables au début, et puis ils ont chuté brutalement de moitié, et ceux qui ont eu 2 doses, et j'en ai 6 sur 6, c'est pas beaucoup, mais c'est 6 sur 6, puisqu'on parle de foot, quand dans un match, une équipe gagne 6-0 au match aller, c'est assez compliqué en Coupe d'Europe qu'il y ait une remontada 7-0 dans l'autre sens un peu plus tard. Mais en fait, le fait est que 6 sur 6 n'ont plus d'anticorps anti-NCP, donc ils ont effacé leur immunité naturelle de la maladie. Donc ça, c'est quand même troublant. Donc, ok, il faut vacciner du monde qui n'a pas eu la maladie parce que ça diminuera la gravité, mais les gens qui l'ont eu, et là il y a une injustice flagrante, c'est que les gens qui l'ont eu, il y a un pass sanitaire de 6 mois et après plus, alors qu'ils sont peut-être tout à fait protégés. Les gens qui l'ont eu et qui ont une dose, ils ont un pass sanitaire d'1 an. Je ne sais pas si c'est juste, parce qu'il y a une discrimination qui, en plus scientifiquement, les NCP s'écrabouillent. Je ne sais pas si c'est bien de le faire ou pas. Puis alors en plus, maintenant, on voit qu'en Israël, où effectivement, comme tout le monde a été vacciné, alors curieusement, le peuple avec Pfizer, et puis les services secrets et l'armée avec Moderna. Il faudra m'expliquer pourquoi cette différence, mais c'est comme ça. Et puis en attendant, les malades actuels qui vont dans les hôpitaux, c'est des gens vaccinés. Mais c'est normal, puisque quasiment tout le monde est vacciné. Donc, par contre, dans le canton de Vaud, à Genève, on nous raconte que le 80% des gens actuellement hospitalisés sont des gens qui ne sont pas vaccinés. C'est normal, il y a encore beaucoup de jeunes qui ne sont pas vaccinés. Puis les plus anciens se protègent, font quand même attention. Ce qui est quand même très dommage, c'est que avant, tout le monde en entrant à la COP se lavait les mains avec une solution hydroalcoolique. Maintenant, plus personne, tout le monde s'en fout. L'autre jour, j'étais à la Poste. Alors, quand j'ai pas le masque là, derrière son comptoir complètement blindé avec une vitre, elle me fait le reproche. Mais par contre, les 15 personnes qui sont rentrées avant moi et qui ne se sont pas lavées les mains, on ne fait pas de reproche. Puis là, elles vont toucher un papier. Le BVR va être remis à la postière, qui va le toucher elle aussi, et qui ne se désinfecte pas les mains avant de le toucher. Donc, on est dans plein d'aberrations. Alors, je pense que Daniel a parfaitement raison. On va vivre avec. On finira par tous l'avoir. On aura une immunité différente. En fait, j'ai l'impression, et après je m'arrête, que les gens qui ont eu le Covid, c'est comme si je vous envoyais la photo Daniel m'envoie la photo de son chalet. Quand il va m'envoyer la photo de son chalet, au bout d'une fois, je reconnais que c'est son chalet. Donc les gens qui ont eu la maladie, ils ont des anticorps contre tout le chalet.
Tandis que la vaccination, c'est des anticorps uniquement contre la fenêtre en bas à droite du chalet. S'il m'envoie la photo de la fenêtre en bas à droite du chalet, il va falloir qu'il me l'envoie beaucoup de fois pour que je sache, que je reconnaisse c'est son chalet. C'est un peu ce qui va se passer avec la vaccination. Il y aura 2e, 3e, 4e dose, surtout si avec certains vaccins, ça ne marche pas très bien. Mais il va falloir déterminer maintenant, et j'en conjure les autorités de faire ça, parce que ce qui me paraît important, c'est que dès que quelqu'un va être hospitalisé et malade, il faut savoir avec lequel déjà il a été vacciné, parce que ça permettra de voir s'il y a une différence entre les vaccins, et puis s'il a été vacciné ou pas, et puis s'il a eu une dose ou deux, parce que les gens qui l'ont eu, c'est peut-être pas pareil d'avoir reçu 2 doses que d'en avoir reçu qu'une, c'est peut-être plus délétère d'en avoir reçu 2. D'abord, la plupart des gens qui en ont reçu 2 se souviennent qu'ils ont eu beaucoup d'effets secondaires à la deuxième, normal, ils avaient déjà beaucoup d'anticorps avant, ils n'avaient peut-être pas besoin de la deuxième. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut réfléchir. Pour l'instant, moi, j'observe. Je ne suis ni pour ni contre. Je collige les résultats. Je les envoie. J'en ai parlé avec Christophe Darbelay, qui était un peu troublé hier, pendant 1 heure. Et on en parle avec pas mal de monde. Parce qu'en Valais, on a une petite injustice en plus. C'est que nos étudiants qui ne sont pas vaccinés ou qui n'ont pas un pass sanitaire vont devoir porter un masque et les autres oui, ce qui va les stigmatiser. Il va y avoir un 20% d'étudiants stigmatisés. Dans d'autres cantons, on n'a pas fait ça. Et je pense qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus, parce que déjà, les enfants ont beaucoup souffert. Déjà, le monde du sport a beaucoup souffert. Les enfants n'ont pas pu faire de sport. On n'a pas pu aller en contact avec les gens. On a été un peu ostracisés par certains côtés. Puis si on l'est aussi parce que tout à coup à l'école, on a été malade il y a 6 mois, puis on est 7 mois après, puis qu'on doit avoir le masque alors qu'on est parfaitement immunisé, alors que celui qui a eu 2 doses, en plus c'est des jeunes, on ne sait pas quelle est l'immunité des 2 doses après, peut-être qu'elle sera bonne, mais pour l'instant les chiffres s'effondrent même chez les jeunes. Puis alors il y a une petite différence aussi, en tout cas chez moi, c'est que les femmes tiennent beaucoup mieux la charge des anticorps, 2 fois plus que les hommes qui s'effondrent pour le même âge et pour la même date de vaccination, qui s'effondre de plus de la moitié par rapport aux dames. Donc ça aussi, je lis rien, je vois rien. C'est une série de 300 sérologies, mais voilà. Je pense qu'il faut réfléchir à ces choses-là. Il faut quand même que le monde scientifique nous aide un peu. C'est intéressant. J'aimerais bien avoir la réaction de Daniel. Juste une question juste avant. L'année passée, c'était risqué tout au début de la crise du Covid, vous nous avez recommandé de prendre des tisanes de thym concentré pour résister aux infections. Est-ce qu'avec le recul, vous pensez que c'était un bon conseil, que ça a été efficace? C'est le plus grand antibiotique naturel, le thym. Pardon? C'est le plus grand antibiotique naturel. Voilà, c'est le plus grand. Ah, il ne va pas. C'est bon là? Voilà. Alors, le thym contient du thymol, qui est une substance antivirale qui est un inhibiteur de la pénétration de certaines particules virales dans des cellules. Donc ça marche assez bien. À Genève, certains reçu de l'hydroxychloroquine. Et 14, je m'en souviens très bien, parce qu'il y en avait 14 sont venus se réfugier ici. Et après 14 jours, quand on faisait des PCR, ils étaient négatifs. Tandis que toutes les gens à qui on n'a rien donné et qui venaient ici pendant le Covid et à qui je faisais des PCR à tout le monde, parce que j'en suis à 3580 PCR, donc j'en ai un peu marre aussi. Mais là aussi, les gens étaient tous positifs entre 20 et 30 jours. Alors, est-ce que c'était justifié des quarantaines de 10 jours, puisque les gens étaient encore positifs à 20-30 jours? Je ne suis pas sûr. C'est peut-être ce qui a aussi participé à la deuxième vague après l'été de l'année passée. C'est que soudainement, les quarantaines des gens positifs étaient peut-être trop courtes. Alors on nous a dit le virus n'est plus contagieux ou n'est plus agressif après 10 ou 15 jours. Quand j'ai appelé Laurent Kaiser, parce que j'ai fait une étude où j'ai envoyé tous les gens, quand je faisais le frottis, à l'entrée du nez et dans la bouche, ça ne sert à rien d'aller démonter les fosses nasales, il y en a plus dans les croûtes à l'entrée du nez et dans la bouche, en faisant les deux qu'au fond. Alors ça, c'est très clair. Ici, il y avait 26% de positifs. À Genève, vous avez le cluster, 13% seulement. Donc soit il y avait un cluster beaucoup plus grand ici, ce qui ne semblait pas être le cas, soit il y avait une différence de technique avec des résultats dans la technique. Bon, là aussi, je laisse ça soumis à votre réflexion. Mais ce qui était important aussi, déjà là je me suis perdu.
Ben, je vous propose de continuer après, d'avoir la réaction de... Ça a commencé par le thym, alors je sais pas autant. C'était sur le thym. Et juste, je fais une parenthèse sur le thym. Alors, le thym... Denis Vipré me dit que c'est effectivement un très bon C'est le plus grand anti-infectieux. antibiotique naturel, pratiquement, un des très puissants, le thym. Ouais, c'est ce que je Bon, disais mais avant. il n'y a pas que le thym. Non. J'ai des quantités astronomiques d'aronia, d'hibiscus et autres qui, finalement, ont fait que j'étais quand même très exposé. Je ne l'ai pas eu pendant très longtemps. Puis un jour, il y a un copain qui est venu. Ah, je pars en voyage tout à l'heure. Je n'étais pas encore équipé. Il était 6 h du matin. Il me dit, est-ce que tu peux vite me faire une PCR? Il me tousse dessus. Bon, voilà. Alors, je lui fais sa PCR. Elle était positive. Alors, le soir, je me suis dit, bon, je vais me faire la mienne. C'était peut-être un peu trop tôt. Néanmoins, elle était quand même positive, mais il a fallu faire beaucoup de cycles d'amplification pour arriver à la positivité. Et puis, j'ai rien eu pendant une semaine, puis j'ai été malade après une semaine. Donc, les gens qui ont été des détracteurs en disant « Ouais, les PCR, c'est que du business, on veut nous les rendre positives, absolument. » Non, le labo, il paye. Ça lui coûte beaucoup plus cher de faire 45 cycles et d'utiliser du réactif pour faire 45 cycles que d'en faire 15 ou 30. Et si on est positif après 15 cycles d'amplification, c'est tant mieux pour tout le monde. Le labo, il gagne de l'argent, consomme moins de réactifs. Et donc là, ce que j'appelle les conspirationnistes détracteurs de la PCR, qui voulaient que les PCR, après 40 cycles, soient considérés comme négatifs, c'est pas juste. Moi, j'ai eu la maladie une semaine après, clairement, en ayant une PCR avec 45 cycles. Alors, il y a d'autres... Alors, l'étude... Après, on va demander au docteur Corr de répondre. Donc, ok, de toute façon, on ne va pas commencer ici un dispute scientifique. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait discuter. Il y a une chose où je suis entièrement d'accord, c'est qu'il faut beaucoup plus d'études, il faut beaucoup plus étudier, et il ne faut pas oublier, on vaccine pas encore plus qu'une demi-année, donc il faut être conscient. Hein. C'est la seule chose qu'on a dans les mains, parce qu'on n'a pas vraiment des médicaments, donc il faut y tenir, mais il faut vraiment, je suis d'accord, suivre de très proche. Mais sur le fait que peut-être les femmes sont moins à risque que les hommes, je ne pense pas qu'on peut changer tous les hommes. J'ai pas dit moins à risque. Il se dit qu'elle préserve des anticorps après vaccin Pfizer, qui en général sont le double ou plus élevés que les messieurs. Mais on est d'accord, on ne peut pas changer le sexe de tout le monde seulement à cause de ça. OK. Il y a d'autres docteurs dans la salle. Est-ce que le docteur Ducret a un commentaire à faire à ce sujet? Tout d'abord, disons que je suis un total ignorant. J'ai pas compris la guerre. Par contre, j'ai été extrêmement intéressé par cet échange. Je pense que le docteur Regamey a dit un certain nombre de choses qui m'ont interpellé. Entre autres, et je voudrais poser la question au docteur Corr, est-ce que véritablement le vaccin Moderna, où on a l'impression qu'il y a plus de réactions que si on fait le Pfizer, est-ce que véritablement le vaccin Moderna aurait plus d'efficacité que le Pfizer? Alors, selon toutes les études que moi j'ai vues, parce que je ne vois pas tout, hein, moi j'ai lu, il n'y a pas de différence. Mais il faut être honnête, on vaccine les deux depuis assez peu de temps, hein, si on compare avec des autres vaccins. Et il faut vraiment faire des cohortes de suivi qu'on n'a pas encore jusqu'au bout pour vraiment savoir, surtout sur le temps, comment ces vaccins ils fonctionnent et quelles sont les différences. Là où on sait beaucoup plus, c'est les différences entre Pfizer, Moderna et les autres vaccins, parce que c'est toute une autre technique. Et là, on a déjà plus de connaissances dont on sait le AstraZeneca, il est moins efficace à produire des anticorps. Mais il ne faut aussi pas oublier, et ça je peux peut-être quand même dire, le système immunitaire de l'homme est très complexe. Ce n'est pas seulement les anticorps et ce n'est pas seulement ça qu'on peut mesurer. Hein. C'est un système très complexe aussi avec l'immunitaire cellulaire, les réactions immunitaires non spécifiques. Et pour savoir jusqu'à la fin comment ça fonctionne, je vous assure, ça va nous prendre encore quelques années. Il y a d'autres questions de ce que... Il y a Francis Kahn.
Et peut-être, Denis, tu voulais faire un commentaire sur l'importance je pense de que préparer le vaccin. Par rapport à un paysan, pas des scientifiques comme les médecins ou autres, que je respecte, quand je vois chez moi les patients, les méthodes qu'ils me prennent, parce que c'est par rapport aux intestins, c'est énorme. Alors, que ce soit homme ou femme, femme ou homme, ce que tu veux, mais le problème, c'est quand même les intestins. Vous savez que les intestins, c'est 400 mètres carrés sur une fine couche, et je ne sais pas combien de bactéries au centimètre carré. Ça, je ne vais surtout pas apprendre aux médecins, mais après, quelles bactéries il y a, et plus c'est sale, plus le corps réagit autrement. Moi, je dis que si je fais chaud-froid entre les deux vaccins, il n'y a pas de différence. Après, ça dépend comment, là au milieu, ça vient, quoi. Prenez par exemple le foie, vous voyez les reins d'une personne filtrent par jour 1930 litres de sang et 170 litres d'eau pour un extrait, 1,5 litre d'urine, tout va bien. Alors, même chose dans les reins, vous avez le foie c'est sur l'organe qui est toujours à 40 degrés, ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent. Dans le corps humain, si vous avez 39,5, vous êtes mort. C'est temps, je soigne tout le monde à 39,7, pas 39,5, vous n'allez pas mourir, mais il n'est pas à 40 le foie. Donc ça, c'est tous des détails que le corps, il y a des réactions après Moderna au tout du vaccin. Ça dépend comment on le digère, je ne sais pas comment dire, le terme maintenant ne me vient pas, mais c'est là la base. Après, c'est quand même ces intestins, c'est la base. Ça, j'aimerais qu'on mette la force là-dessus. Les médecins, donner quelque chose pour nettoyer avant le vaccin, ou je ne sais pas, quoi. Je ne sais pas. Une petite question pour Dr Corr. On a beaucoup parlé du passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. On voit qu'actuellement, dans un certain nombre de pays, notamment en Israël, en Angleterre, aux États-Unis, où les taux de vaccination sont extrêmement importants, mais il y a une montée assez importante des gens qui vont de nouveau dans les hôpitaux et dans les soins intensifs. Ce n'est pas encore le cas en Suisse. Il y a une montée, effectivement, mais encore très légère. Comment voyez-vous l'évolution dans notre beau pays et quelles sont vos prévisions, je dis bien prévisions, politiques par rapport à cette évolution? Oui, alors moi, j'étudie tous les... pas tout, mais j'étudie tous les jours les courbes dans différents pays et j'essaie de comprendre plus ou moins comment ça évolue. Alors ça que je peux dire, et ça je suis sûr, c'est qu'il y a beaucoup moins des hospitalisations dans tous les pays en relation avec les cas qu'ils ont détectés. Mais maintenant, il faut être honnête, on ne sait pas souvent, on ne sait pas très bien comment on détecte les cas, alors qui est testé, qui n'est pas testé. Mais il n'y a pas la même augmentation des hospitalisations dans tous les pays, soit Israël, soit Angleterre, même en Suisse. Ça augmente, mais ça augmente très peu. Pour ça, moi, je pense quand même que si on a une large couverture de vaccination, on peut éviter les cas graves, surtout chez les gens qui ont plus que 40 ans. Hein. Chez les jeunes, là, je dois dire, de toute façon, l'hospitalisation, elle est très bas. Alors, pour moi, si on continue et si on arrive à vacciner plus, je pense qu'on peut éviter une surcharge des hôpitaux, parce qu'en Suisse, de toute façon, parce que les hôpitaux ne s'étaient jamais surchargés. Donc je suis sur ce point assez optimiste. Sur le point politique, je suis moins optimiste, parce que si je vois comme l'Allemagne réagit déjà maintenant, je crains bien que les Allemands vont être les premiers de nouveau de dire il faut fermer, il faut prendre des mesures très strictes. Ça, c'est ma prévision, mais elle n'est pas très exacte. Je propose qu'on prenne encore une question avant que Jean-Marc ne conclue, de quelqu'un qui n'a pas encore posé de question, qui n'est pas encore intervenu. Est-ce que Madame Culliford, qui est pharmacienne, j'ai vu que vous avez levé la main, tu as levé la main? Non? Tu renonces? Ok. Non? Alors peut-être que Jean-Marc, tu veux conclure, peut-être juste pour vous expliquer après à la fin, où tu vas expliquer toi comment on le fait. Denis va vous attendre ceux qui sont intéressés à passer devant lui. Je propose qu'on le fasse ici, les uns après les autres. S'il y a de la queue, je ne sais pas combien, c'est difficile de savoir qui est intéressé. On passera au cocktail qui est derrière, puis progressivement aller là pour
que Denis s'occupe de vous, ou de nous, parce que moi je passerai aussi. Jean-Marc ? Oui, alors, moi j'avais une dernière question, je ne sais pas si elle tiendra lieu de conclusion ou pas pour Daniel Corr, mais ceux d'entre vous qui étaient là l'année passée avec Daniel Corr, si vous vous rappelez la question qu'on avait posée à ce moment-là, on avait dit, mais qu'est-ce qui nous attend pour la saison de ski qui va venir ? Et donc, vous nous aviez dit, très justement, vous nous aviez dit, d'ailleurs, il y avait déjà, je pense, des préparatifs qui étaient en cours à l'époque. On va maintenir, d'après ce que vous pensiez, on va maintenir les installations ouvertes, mais avec des éléments de protection, avec des masques, des tours de cou, etc. Et donc, la prédiction était excellente, puisque c'est exactement ce qui est arrivé. Et on a vu avec le succès, le succès était au rendez-vous. Est-ce qu'on peut faire le même exercice maintenant pour ce qui nous attend ? Alors peut-être un peu plus largement sur... je ne sais pas si CMA est encore représenté ou non. Ils ont une distribution des prix. Voilà. Donc on a liberté totale de parler sur CMA aussi. Voilà. Qu'est-ce qui nous attend pour la saison de ski ? Pour aussi... est-ce qu'il y a des changements il y a l'Omega Masters. Voilà, etc. Du mieux. Alors, j'ai bien compris que vous n'avez plus de rôle officiel et donc vous participez plus aux discussions officielles avec la task force, etc. Mais d'après tout ce que vous lisez, ce que vous pensez vous-même et avec les précautions d'usage, comment va se passer l'avenir, c'est-à-dire la saison maintenant, d'ici les 12 mois qui viennent ? Merci pour ces questions. Donc, je continue jusqu'à maintenant. On va avoir encore une réunion avec la task force en Valais. Et là, je pense qu'on va discuter un peu. Non, je suis assez optimiste. Je pense cette fois, ça va être même au moins avec les terrasses ouvertes. Dans les bistrots, je pense on va essayer de toute façon d'éviter toutes les restrictions qu'on a connues l'année passée, mais est-ce qu'on réussit jusqu'au bout ? Ça, c'est très difficile à savoir, parce que ça dépend, comme l'année passée, pas seulement de la Suisse, ça dépend aussi des autres pays et de la pression. Là où je suis pour le moment, et ça c'est un peu mon souci principal, c'est sur l'Olympiade d'hiver en Chine. Là, je pense ça va être pas très rigolo. Mais c'est très difficile à prévoir, ça. Alors moi, j'ai un dernier petit commentaire. Pour ceux qui étaient là l'année passée, vous vous souviendrez que nous avons reçu le chief économiste d'une société de gestion de fortune assez importante à Genève, à qui l'un de nous avait posé la question suivante. Est-ce qu'il est opportun d'investir dans les vaccins Moderna et Pfizer ? C'était toi. Je crois que c'était moi. Et alors, ce chief économiste, de façon très péremptoire, lui a dit « Non, vous verrez ces vaccins, et puis ils devront les vendre à perte pour faire plaisir au tiers-monde. Il y a le président ou le directeur de l'OMS qui va mettre la pression. Ne le faites surtout pas. » Heureusement, je ne l'ai pas tout à fait obéi, je n'ai pas suivi son conseil. Bref, il s'est trompé. Cette année, nous avons donc remplacé ce chief économiste de cette société de gestion de fortune par M. Denis Vipré, qui a toutes ses qualités. Est-ce que tu vois également l'avenir ? Est-ce que tu peux nous dire comment investir en bourse ? Ouais, quand je vois ce qui te reste, ça ne vaut pas la peine de poser la question. Non, ça, je ne fais pas. C'est comme l'euro million. Voilà, tout le monde vient avec ça. Million. Non, c'est bon. Alors, ça, tous les jours, des gens qui viennent pour ça, mais tous les jours. Non, alors, ça, je ne fais pas du tout. Par contre, l'avenir, je pense que fin septembre, là, ça me fait un peu froid pour le Covid quand même. Je vous assure que là, j'ai peur. Honnêtement, j'ai peur. Ça me donne froid. Quand je dis froid, ça veut dire pas bon. Si je vous dis après quelqu'un c'est froid, c'est pas bon. Si c'est chaud, c'est bon. Ça, c'est mon slogan un peu. Mais je vous assure qu'à la fin septembre, c'est pas... Quand on parle de remonter tout ça, de tout, j'espère tout, parce que bon, même si je ne skie pas, j'espère pour les Valaisans, parce que quand même, les moissons chez nous, hein, la neige, mais j'ai quand même souci. Honnêtement, j'ai souci. Sérieux. Il y a Roya Culliford qui finalement a changé d'avis et veut poser sa question. Tu peux parler plus fort ou attendre le micro ?
Donc, Madame Culliford est la responsable de la pharmacie des Eaux Vives, assez connue à Genève, pour tout ce qui est produit homéopathique. En fait, j'aimerais savoir, avec toutes les possibilités que nous avons ici, je suis très étonnée que personne ne parle d'augmenter le système immunitaire, qu'on a toutes les possibilités faciles. Une chose, je suis très étonnée, et que par exemple, les gens ils amènent leur analyse de sang, je vois vitamine D, elle est très faible, personne qui a dit, leur zinc, elle est faible, personne qui a dit, et ça suffit que, comme vous savez, les 4 premiers soldats du système immunitaire, c'est tout début, les virus rentrent par les orifices ORL, qu'on peut le bien combattre, qu'on vous dit que l'intestin c'est très important et qui fait 99-98% système immunitaire. Alors je suis très étonnée qu'avec tout notre système de communication et toutes les beautés qu'on a en Suisse, je ne parle pas des autres pays, je parle ici, toute cette facilité et avec une belle éducation à l'Université de Genève, en tout cas j'ai fait mes études là-bas, qu'on a tout cet atout, pourquoi on ne le fait pas tout simplement, prenez 4 choses. Regardez comment va votre système immunitaire. Déjà, tous les autres virus, on les écarte. Le système il est beaucoup plus fort pour se réagir. Et comme docteur, j'ai oublié leur nom, qui dit qu'il y a plein de choses en beauté dans les phytothérapie, en aromatothérapie qu'on peut aider. Et je suis très étonnée, un peu attristée que j'entends jamais ça. Et puis c'est rejeté et qu'on a quand même toute une possibilité à fournir, en fait, très facilement. D'ailleurs, je vois que, Denis, tu vas travailler dans le domaine. Hein? Oui, justement, je travaille déjà avec un laboratoire maintenant pour sortir des produits justement dans l'immunité, tout ça. Et je pense arriver à un truc assez exceptionnel d'ici la fin de l'année. dont les joueurs du FC Sion seront les premiers cobayes. Non, jouer la Coupe d'Europe, on a dit. Peut-être qu'on va s'arrêter là. Jean-Marc, tu veux conclure? Oui, alors, j'aimerais remercier vivement nos orateurs. En premier lieu, Denis Vipré. On y croit ou on n'y croit pas, mais en tout cas, vous avez eu vraiment des témoignages. Et moi, comme je vous ai dit, j'y crois aussi, même si je suis plutôt scientifique. Donc, merci en tout cas, Denis. Daniel Corr, comme tu as dit, c'est une ancienne connaissance d'Apache. Hein. Il nous a dit tout à l'heure qu'il était désolé parce qu'il avait oublié de mettre la cravate Apache qu'on lui avait offerte. Donc, l'année prochaine, s'il revient, il mettra la cravate Apache. Merci beaucoup, Daniel. Il reviendra, non? Et, voilà. Et puis, Christian Constantin, merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Je pense qu'il y avait vraiment un dénominateur commun entre vous trois et j'espère qu'on a su en tirer profit. Merci beaucoup. J'ai encore une question. Est-ce que le FC Sion est en train de gagner? 2-0. Bravo. Et Servette? Il y a une équipe là, Servette. Ah oui. Et alors, on va aussi remercier Elena qui a fait un énorme travail, comme Claudio Baga ici, pour l'organisation de la conférence. Et Elena a préparé des cadeaux pour l'ensemble de nos intervenants. Juste avant que vous receviez les cadeaux, sachez que demain, nous organisons une compétition de golf. Et au départ de la compétition de golf, nous avons aussi organisé une séance de yoga. Yoga golf, et comme le yoga est bon pour la santé, c'est bon pour lutter contre le Covid. Et vous êtes tous, même si vous n'allez pas jouer, invités à y participer. Et pour le swing aussi. C'est bon pour le swing. Voilà, alors je pense qu'on peut tranquillement passer au cocktail et que ceux qui le souhaitent aillent là-bas où Denis va vous attendre. Merci.